On considère une charge ponctuelle. Comme l'exemple, prenons une charge positive. Le champ au point M créé par cette charge égale à E0. Dans le système de coordonnées sphériques, ce champ a le sens et la direction de UR sur temps et la norme de ce champ est proportionnelle à Q, proportionnelle à cette constante K égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 et inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare le point O et le point M où on calcule le champ. Et la première question, il faut trouver l'équation des lignes du champ et les tracer dans le plan OXY. Alors, vu qu'il faut les tracer dans le plan OXY, je vais calculer les lignes du champ dans le système de coordonnées cartésien. Et pour cela, je vais utiliser donc l'équation pour les lignes du champ dans le système de coordonnées cartésien. dx sur EX égale dy sur EY égale dz sur EZ. Maintenant, il faut que je transforme le champ exprimé en système de coordonnées sphériques, base locale, en champ exprimé en système de coordonnées cartésien, base fixe. Et d'abord, je vais exprimer ce vecteur UR, le vecteur, un vecteur de la base locale du système de coordonnées sphériques, en fonction de EX, EY et EZ. Et pour cela, je vais utiliser le vecteur de position. Je vais d'abord exprimer ce vecteur de position OM dans le système de coordonnées sphériques base locale. Donc, ça sera R, U, R. Et puis, vu que c'est le même vecteur, je vais l'exprimer dans le système de coordonnées cartésien base fixe. Donc, par exemple, je vais introduire le repère. Donc, X, Y et Z. Et dans ce cas, mon OM, ça sera dans le système de coordonnées cartésien X, EX, plus Y, EY, plus Z, EZ. Donc, cartésien, base fixe. D'où le vecteur UR, donc ça sera X sur R, EX, plus Y sur R, EY, plus Z sur R, EZ. Je peux également exprimer R. D'ailleurs, R intervient dans l'expression de la norme de ce champ. Donc R, ça sera, j'applique le Pythagore, donc ça sera racine de x au carré plus y au carré plus z au carré. Et maintenant, je vais établir cette équation. Pour l'instant, je vais garder R tel quel pour ne pas encombrer la formule. Donc, je vais réécrire E0 dans la base fixe. Donc, E0 égale KQ divisé par R au carré. Donc, fois, je vais factoriser UR par 1 sur R. Donc, ici, X, EX, plus Y, EY, plus Z, EZ. Donc, j'identifie les composantes EX, EY, EZ. Donc, EX, ça sera KQ divisé par R au cube fois X. EY, ça sera KQ divisé par R cube Y. Et EZ, ça sera KQ divisé par R cube Z. D'où dx divisé par EX, donc R au cube passe dans numérateur, donc KQ fois X égale dy R au cube KQY égale R au cube dz divisé par KQZ. Donc, R au cube, R au cube, R au cube, je simplifie, donc il ne fallait même pas l'exprimer en fonction de x, y, z. De toute façon, ça se simplifie. Donc, KQ, 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 je simplifie. Et il me reste donc dx sur x égale à dy sur y. Ensuite,
dy sur y égale dz sur z et dx sur x égale dz sur z. Donc, pour calculer la première équation, je vais l'intégrer de deux côtés. Donc, ça sera ln de x égale ln de y plus certaines constantes. Et cette constante, je peux l'exprimer sous la forme que je souhaite. Et je vais l'exprimer cette constante comme ln de c. D'où ln de x, ça sera ln de yc. Donc, ln x égale ln yc. Et par identification, dans ce cas, x égale yc. Donc, de la même façon, je peux établir les deux autres équations, sauf que ici, bon, à la place de x, j'aurai y, et à la place de y, j'aurai z. Donc, ça sera une deuxième équation, y égale z, c'est 1. Et la même chose pour la troisième équation, donc x égale z, c'est 2. Donc, nous avons établi le système des équations, donc le système, les familles des lignes du champ, qui décrivent les lignes du champ produites par cette charge ponctuelle. Et maintenant, on va les présenter. Donc, il nous demande à tracer les lignes du champ dans le plan OXY. Donc, dans le plan OXY, Z égale à 0. Donc, quand Z égale à 0, on va s'en occuper uniquement de la première équation, X égale YC. Et ça sera une famille des lignes du champ, donc ça sera une famille des droites. Donc, Y, X, je vais les tracer avec les différentes pentes. Ici, nous avons notre charge Q qui se situe. Donc, les lignes du champ produites par cette charge ponctuelle positive, ce sont les droites dans le plan X, O, Y. Donc, on continue. Maintenant, la deuxième question. Il faut calculer le flou de ce champ produit par cette charge ponctuelle à travers d'une sphère de centre O et de rayon R. Donc, on va présenter d'abord notre système d'études. Donc, nous avons cette charge ponctuelle qui crée les lignes du champ et on cherche à calculer le flou de ces lignes du champ à travers d'une sphère de rayon R. Donc, le rayon R. Et au centre de cette sphère, nous avons notre charge ponctuelle. Donc, pour calculer le flou, déjà, je vais choisir une surface élémentaire, donc ici, ds, et je vais présenter le vecteur normal à la surface, le vecteur unitaire normal à la surface. Alors, une sphère, c'est une surface fermée. Alors, pour toutes les surfaces fermées, le vecteur unitaire doit être dirigé vers l'extérieur. C'est une convention, donc toujours vers l'extérieur. Donc, nous avons cette surface ds et le vecteur unitaire R normal à la surface doivent avoir le sens vers l'extérieur. Donc, vu que c'est le vecteur normal à la surface, donc sa direction, il va passer par le centre O. Bien. Maintenant, le champ électrostatique E0. On sait que le champ électrostatique est radial et ce champ n'a qu'une seule composante. Donc, je vais présenter également ce champ. Le champ est sortant et ce champ, vu que le champ est radial et passe par O, a le même sens et la direction que ce vecteur N.
Donc, je peux écrire le flou élémentaire de ce champ E0 à travers de cette surface élémentaire. Donc, ça sera le produit scalaire E0 ds, ou le vecteur E0, ou ds, c'est le vecteur n fois ds. Alors, vu que les deux vecteurs E0 et n se sont collinéaires, donc leur produit scalaire, ça sera la norme de E0, la norme de n qui vaut 1, fois cosinus l'angle entre les deux. Et l'angle entre les deux égale à 0, donc cosinus l'angle entre les deux égale à 1. Donc je vais réécrire le flou élémentaire, ça sera E0 fois ds. Et maintenant, pour calculer le flou total, donc le flou total, ça sera l'intégrale de tous les flous élémentaires, et ça sera donc l'intégrale par rapport à la surface de ce produit E0 ds. Et sur E0, je calcule à la surface de cette sphère. Donc je vais même marquer à la surface, donc pour le rayon à la distance R. Maintenant, on va analyser ce champ à la surface de cette sphère. Donc, le champ E0, la norme de ce champ, je vais écrire, est proportionnel à K, est proportionnel à la quantité de charge Q, et inversement proportionnel au carré de la distance. Donc ici, la distance entre le centre O et le point où on calcule la charge, donc c'est le rayon de cette sphère. Donc ça sera divisé par R au carré. Maintenant, si on prend n'importe quel point qui appartient à cette surface de cette sphère, le champ E0 va prendre la même intensité, aura la même valeur. Donc, le champ E0 ne va pas dépendre de la surface. Le champ E0 va rester constant à la surface de cette sphère. Et vu que le champ E0 prend les valeurs constantes à la surface de cette sphère, je peux faire sortir ce champ E0, vu que c'est une constante, de l'intégrale. Donc, et il me reste ensuite l'intégrale ds. Donc, je dois intégrer toutes les surfaces élémentaires, je dois rajouter toutes les surfaces élémentaires. Et quand je vais intégrer toutes les surfaces élémentaires, je vais obtenir juste la surface de la sphère entière. Et la surface de la sphère entière, ça sera 4 pi r au carré. Donc, je vais calculer le flou. E0, ça sera K fois Q divisé par R au carré, fois 4 pi R au carré. Donc R au carré se simplifie. Maintenant, je vais remplacer K par son expression, donc 4 pi epsilon 0 fois 4 pi Q. Donc 4 pi se simplifie. Et j'ai trouvé que le flou total à travers de cette surface est égal à Q divisé par epsilon 0. Et comme vous pouvez le voir, c'est que le flou total ne dépend pas de la distance. Je peux prendre une petite sphère, je peux prendre une grosse sphère, le flou total va rester le même. Donc on peut visualiser le flou du champ, c'est comme le nombre des lignes du champ qui traversent cette surface. Donc c'est juste une visualisation quoi. Donc, et comme vous le comprenez, imaginez un ballon. À l'intérieur de ce ballon, vous placez cette charge ponctuelle Q0. Vous avez ces lignes du champ qui percent ce ballon. Après, vous prenez le ballon qui est un peu plus grand, avec le rayon un peu plus grand, mais les lignes du champ sont radiales. De toute façon, elles vont percer ce ballon, quel que soit le rayon de ce ballon. Et le nombre de lignes du champ sortant sera le même. Et le flou, nous pouvons visualiser comme le nombre des lignes du champ sortant de cette surface fermée. Et le nombre des lignes du champ dépend de la quantité des charges. Donc on dit c'est que plus le nombre des lignes du champ
est proportionnel à la quantité de charge, c'est-à-dire que le champ, l'intensité du champ dépend de la quantité de charge. Bien. En fait, nous avons pu obtenir ce résultat tout de suite en appliquant le théorème de Gauss. Alors, en électromagnétisme, le théorème de Gauss nous dit que le flux du champ électrique à travers d'une surface S fermée est égal à la somme des charges électriques contenues dans le volume délimité par cette surface divisé par la permittivité du vide. Donc nous avons pu calculer le flux à travers de cette surface même sans faisant les calculs, juste en appliquant ce théorème. Donc nous n'avons qu'une seule charge, donc le flux, ça sera égal à la quantité de charge Q divisé par la permittivité du vide. Maintenant, on va calculer le flux de ce champ à travers de l'autre surface fermée, formée par 6 faces. Donc, dans le domaine, R varie entre R1 et R2. Θ varie entre donc, θ1, θ2. Et phi varie entre phi1 et phi2. Donc, tout de suite, vu qu'il s'agit d'une surface fermée, nous pouvons appliquer le théorème de Gauss pour calculer le flux total. Alors, le théorème de Gauss nous dit que le flux total à travers de cette surface fermée égale à la somme des charges électriques contenues dans le volume délimité par cette surface, divisé par la permittivité du vide. Vu qu'à l'intérieur de cette surface, il n'y a pas de charge, donc tout de suite, nous pouvons en conclure que le flux de ce champ à travers de cette surface est nul. Maintenant, on va démontrer ce résultat. Donc, nous avons cette charge plus Q, et comme tout à l'heure, donc d'abord, nous avons 6 faces. Je vais commencer par cette face 1, 2, 3, 4, donc 5, et face en bas 6. Je vais commencer par la face 1. Donc déjà, je n'ai pas dit, c'est que le flux total égale à la somme algébrique de tous les flux à travers de tous les phases. Donc, et je vais commencer par le flux 1 à travers de cette face 1. Donc, ça sera l'intégrale de tous les flux élémentaires. Et d'abord, pour définir ce flux élémentaire, il faut que je présente une surface élémentaire sur cette face et je vais présenter le vecteur n unitaire normal à la surface. Et on sait que par la convention, les vecteurs normaux à la surface doivent sortir vers l'extérieur de cette surface. Donc le vecteur n sortant. Donc, et on sait que pour le même endroit, pour le même point, le champ E créé par cette charge aura le même sens et la direction. Donc E0 sortant. Donc le vecteur n et le vecteur E0 sont collinaires. Dans ce cas, le produit scalaire E0 n ds. Donc E0 n va nous donner juste E0 vu que les deux vecteurs sont collinaires. Donc le produit scalaire, c'est la norme de E0 fois la norme de n qui vaut 1 fois cosinus l'angle entre les deux, donc fois 1. Donc ça sera E0, l'intégrale E0 ds. Alors, vu qu'il s'agit d'une surface, d'une portion de la surface sphérique, donc dans les coordonnées sphériques ici pour cette face-là, E0 prend la même valeur sur tous les points de cette face. Donc, vu que E0 dépend uniquement de la distance, donc je peux faire sortir E0 de l'intégrale. Donc, ça sera E0, l'intégrale ds. Et ici, ça sera toute la surface de cette face 1. Donc, ça sera E0 fois S1. Et maintenant, je vais calculer
cette face S1, donc la surface de cette face. Donc je vais approximer, ce sera le produit de cet arc-là, donc la longueur de cet arc-là, donc ça sera R2 fois delta θ, E0, donc R2 fois delta θ, fois la longueur de cet arc-là. Donc ça sera R2 fois dφ, donc R2 carré fois delta phi. Et égal, nous avons E0, donc ça sera proportionnel à Q, proportionnel à K, inversement proportionnel au carré de la distance. Donc ça sera R2 au carré, delta θ, delta phi fois R2 au carré. Donc R2 carré se simplifie et j'obtiens KQ delta θ delta phi. Maintenant, de la même façon, je vais calculer le flou à travers de cette face 2. Donc, première chose, je prends un certain point avec une surface élémentaire et je vais définir le vecteur n normal à la surface sortant vers l'extérieur. Donc, le vecteur n est sortant. Et en ce point-là, pour cette surface élémentaire, pareil, je vais présenter le vecteur E0. Donc E0, toujours vers sortant de cette charge. Donc E0 aura le sens opposé à n. Donc l'angle, cette fois-ci, entre les deux vecteurs égale à pi. Donc, je vais écrire phi 2 égale l'intégrale de tous les phi 2 à travers de toutes les surfaces élémentaires. Donc, ça sera E0 quand le rayon égale à R, R1. Donc, scalaire n ds. Cette fois-ci, le produit scalaire, donc ça sera la norme de E0 fois la norme de n fois cosinus pi, l'angle entre les deux. Et cosinus pi, donc ça sera moins 1, moins. Je vais faire sortir E0 de cette intégrale. En effet, comme tout à l'heure, on fait l'analyse, E0 prend la même valeur en tous les points de cette face. Donc E0 ne dépend pas de cette surface. Donc E phi 2 égale moins E0, l'intégrale ds. Et ds ici, ça sera la surface de cette face 2. Donc, ça sera moins E0 fois S2. Maintenant, je vais déterminer donc E0 au point R1. Ça sera KQ divisé par R1 au carré. Et cette face, la surface de cette face S2, donc ça sera approximativement le produit de cet arc-là, donc R1 fois delta θ, donc S2, ça sera R1 delta θ, S2 ici, donc ça sera R1 fois delta phi, et nous avons trouvé phi 2 égale moins KQ divisé par R1 au carré, donc R1 au carré, delta θ, delta phi. R1 et R1 se simplifient et j'obtiens moins KQ delta θ, delta phi. Donc déjà, on voit que, que la somme algébrique de deux flous phi 1 et phi 2, donc phi 1 égale à KQ delta θ delta phi. Donc KQ delta θ delta phi moins KQ delta θ delta phi égale à 0. Bien. Maintenant, on va regarder les quatre faces qu'il nous reste et on va prendre la face 3. Donc, comme d'habitude, on commence par le vecteur n unitaire normal à la surface, donc dirigé
vers l'extérieur. Alors, nous avons ce vecteur n dirigé vers l'extérieur et nous avons en ce point le champ qui se trouve dans le plan de cette face. Donc le champ est radial. Donc, je prends un autre couleur. Le champ est radial. Alors, pour cette face-là, comme on voit ici, le vecteur E0 et le vecteur n sont perpendiculaires. Donc, la face, je vais marquer la face 3. Donc, pour cette face, le vecteur n est perpendiculaire au champ E0 pour la face 3. C'est-à-dire que le produit scalaire, maintenant, de ces deux vecteurs pour la face 3 est nul. Et le flou, phi3, à travers de cette face est nul. Donc, le champ n'arrive pas à pénétrer dans cette face, à traverser cette face. De la même manière, donc, prenons cette face 4. Donc, on va présenter donc, le vecteur n normal à la surface. Donc, ça sera, je reprends un endroit. Donc, le vecteur n normal à la surface, sortant toujours vers l'extérieur. Et ici, pour ce point-là, donc, le champ E va rester dans le plan de cette face. Donc, pareil, le produit scalaire va être égal à 0. Donc, pour la face 4, la même chose. N est perpendiculaire à E0. Dans ce cas, le produit scalaire, pour calculer le flou, égal à 0. Donc, le flou de ce champ à travers de cette face est nul. Le champ n'arrive pas à traverser cette face. Le champ est collinéaire à cette face. Alors, de la même manière, on peut voir que si on présente le vecteur n unitaire normal à la surface 5 et la surface 6, donc ça sera les vecteurs voilà, perpendiculaires comme ça, et ce vecteur sera orthogonal au champ R. Donc, pour les deux cas, le flou, de la même façon, le flou à travers de la surface 5 et à travers de la surface 6 est nul. Donc, nous avons prouvé le résultat, en fait, que le flou total égale à 0, car il n'y a pas de charge à l'intérieur. Ensuite, la question suivante, est-ce que le champ électrostatique est-il à flou conservatif ou pas? Alors, le champ électrostatique n'est pas le champ à flou conservatif. Pourquoi? Parce que comme nous avons vu tout à l'heure, c'est que par exemple, nous pouvons trouver les endroits où il existe les charges, nous pouvons les mettre dans certaines surfaces fermées, nous pouvons placer ces charges dans certaines surfaces fermées, et le flou à travers de cette surface fermée n'est non nul. C'est-à-dire que le flou n'est pas conservatif. Donc, on dit que le flou est conservatif quand le flou est égal à 0 en permanence pour tous les points de l'espace. Ce n'est pas le cas pour le champ E. Donc, il existe des charges, nous pouvons trouver les endroits où il existe des charges, nous pouvons entourer ces charges par les surfaces fermées, et le flou, dans ce cas, à travers de ces surfaces fermées, ne sera pas nul. Donc, le champ E, ce n'est pas le champ à flou conservatif. Par contre, le champ E, c'est le champ à la circulation conservative. C'est-à-dire que le travail dans ce champ ne dépend pas de chemin suivi. Et j'attire votre attention également sur une autre propriété généralisable, c'est que le signe du flou est du même signe que la charge, que le signe du charge contenu à l'intérieur de cette surface. Donc, s'il s'agit des charges négatives, le flou
total sera négatif. S'il s'agit des charges positives, le flux total sera positif. La question suivante, en fait, nous avons déjà répondu à cette question. Est-ce que le champ E est le champ à circulation conservative? Oui, le champ électrostatique, c'est le champ à circulation conservative. C'est-à-dire que si vous prenez une charge, si vous situez par exemple dans un endroit où il y a le champ électrostatique, vous prenez dans votre poche une charge DC, vous commencez à vous balader tout autour et quand vous revenez au point A, vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas fait le travail. Donc, le champ électrostatique, c'est le champ à la circulation conservative, c'est-à-dire que la circulation de ce champ à travers d'un contour fermé est nulle. Alors, la question suivante, est-ce que le champ E dérive le potentiel? Alors, le champ E est le champ à circulation conservative, et dès que ce champ à circulation conservative, n'importe quel champ à circulation conservative, dérive le potentiel. Donc, nous pouvons présenter ça, que E égale moins grade V, potentiel. Donc, j'attire votre attention sur le signe moins. Donc, le champ est toujours dirigé vers la diminution du potentiel, c'est une convention. Et donc, si je connais V, je peux calculer E. Et si je connais E, je peux tout de suite calculer V. Donc, E, D, O, M. Donc, bien évidemment, ici, il y a un signe moins. Donc, maintenant, pour calculer le potentiel, il faut que j'intègre. Donc, ici, j'ai le produit scalaire. Donc, en vue que ce champ électrostatique est exprimé dans le système de coordonnées sphériques base locale, pour calculer le produit scalaire, il faut que j'exprime également le vecteur de déplacement élémentaire dans le système de coordonnées sphériques base locale. Alors, le vecteur DEM dans le système de coordonnées sphériques base locale s'exprime comme dr, r dθ, r sinus θ dφ. Alors, quand je vais faire le produit, quand je vais calculer le produit scalaire, le premier terme, ça sera ER dr, 0, 0. Donc, V égale l'intégrale moins ER dr. Donc, je remplace ER par son expression, donc moins KQ divisé par R au carré dr. La primitive de 1 sur R au carré, ça sera moins 1 sur R. Donc, moins 1 et moins 1, ça se simplifie. Et j'obtiens l'expression de potentiel V égale KQ divisé sur R plus certaines constantes. Alors, le potentiel est toujours défini à une constante près. S'il s'agit d'une potentielle absolue, dans ce cas, il faut qu'on définisse cette constante. Il faut qu'on impose les conditions pour définir le potentiel égal à 0 ou à une autre valeur. Donc, à l'infini, il n'y a pas de charge. Donc, le potentiel à l'infini égale à 0. Donc, dans ce cas, il s'agit du potentiel absolu. Donc, R tend vers l'infini. Donc, 0 égale 1 sur l'infini. Donc, c'est 0. Et dans ce cas, constante égale à 0. Donc, il s'agit du potentiel absolu, V, K, Q, divisé par R. Et maintenant, on va présenter les équipotentiels. Alors, si on prend une surface équipotentielle, donc c'est une surface fermée, le potentiel en tout point de cette surface équipotentielle reste le même. De point de vue de mathématiques, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on prend deux points O, O', dV, la différentielle de potentiel, donc la différence de potentiel entre ces deux points, ça sera égal à 0, vu que le potentiel reste le même en tout point de cette surface fermée. Donc, on va prendre
l'expression de dV que nous avons trouvée. Donc, dV égale moins E fois dr. Donc ici, E dr. Nous avons déjà calculé le produit scalaire. Donc, ER dr. Donc ça, c'est notre dV. Égale à 0 sur cette surface équipotentielle. Donc, ER est non nul dans le cas général. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dr doit être égal à 0. Donc, R va être égal à certaines constantes. Et si R, c'est une constante, donc je peux l'exprimer en fonction de x, y, z. Donc, R égale racine de x au carré plus y au carré plus z au carré. Donc, dans ce cas, l'équation des équipotentiels, ce sera les surfaces des sphères ou d'une sphère égale à constante. Donc, nous avons trouvé l'équation d'une sphère. Donc, je peux présenter maintenant ces équipotentiels. Donc, si j'ai cette charge Q ici, les équipotentiels seront les sphères. Donc, à cette distance-là, puis une autre sphère, par exemple, à l'intérieur. Donc, ça sera une famille de sphères. Et comme on peut remarquer, vu que le champ R est radial, donc par exemple, je vais dessiner le champ R, le champ électrostatique créé par cette charge, le champ sera toujours orthogonal aux surfaces équipotentielles. Quelle que soit la topographie des charges, quelle que soit la topographie quelle que soit la distribution des charges, quelle que soit la topographie des lignes du champ créées par ces charges, donc les lignes du champ seront toujours perpendiculaires aux surfaces équipotentielles. Et maintenant, toute dernière question, est-ce que les lignes de champ électrostatique peuvent être les courbes fermées ou pas? Alors, les lignes du champ électrostatique ne sont pas les courbes fermées.